On peut faire un petit tour de table en attendant. Est-ce que du coup, ouais, chacun peut présenter un peu la situation dans laquelle il est? Est-ce qu'il travaille actuellement? Est-ce que l'entreprise travaille de façon opérationnelle? Et puis, voilà, juste un petit topo. Et chacun peut donner la parole. Alors moi, ce qui me concerne, je travaille normalement. Ça ne change pas grand-chose pour moi parce que je suis en télétravail tout le temps. Et du coup, l'activité, elle est un peu floue parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que les gens sont beaucoup sur les accès VPN et chômage partiel. Voilà. Je donne la parole à Mustapha. Moi, c'est donc Mustapha Deras. Je représente la société Berger Euro avec vous là, ce matin. Donc, nous, en fait, on a fait une transition très, je sais pas comment la qualifier en fait, très simple. Parce que on a, je crois, les dernières nouvelles, c'est qu'on a 1700 personnes à travers le monde qui travaillent toutes à domicile quasiment aujourd'hui. On a eu quelques soucis effectivement de VPN, mais comme on est dans le cloud pour presque tout depuis maintenant des années, que le travail à domicile se pratique chez nous depuis 2012, du coup, ça a été une transition. Voilà, pour moi, il n'y a quasiment pas de changement. Voilà, c'est la vie continue, mais exactement presque comme avant. J'ai pas envie de dire comme avant, c'est pas vrai, mais presque. Est-ce que tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre? Sur mon écran, c'est Simon, le suivant. Bonjour Simon, donc nous oui j'ai mis toute l'équipe en télétravail, stagiaires compris, certains sont partis avec leur PC sous le bras, donc moi la complexité c'est plutôt la jeunesse de l'équipe, des jeunes gens, une vingtaine d'années, je pense qu'ils ne sont pas habitués à cette solitude et c'est un enjeu important à mon sens de notre côté, au-delà de la performance comme tout le monde. Et je passe la parole du coup à Cédric. Bonjour à tous, je viens d'arriver. Tu as fait une courte introduction sur ton expérience, c'est ça? Exactement, tu te présentes rapidement et les complexités de la période actuelle. Très bien, donc je suis Cédric Auvuy, je suis responsable de l'antenne toulousaine de Solisys. Solisys, on fait du dev applicatif, d'applications spécifiques et sur mesure. Historiquement, c'est dans nos gènes de faire du télétravail, puisque l'antenne principale est sur Angoulême. Et donc, on a 17 collaborateurs qui travaillent à distance entre Angoulême et Toulouse. Donc, j'imagine que pendant l'échange, j'aurai l'occasion de vous faire un tour d'expérience plus complet sur la mise en place du télétravail au sein de notre entreprise. Merci. Et toi aussi, tu nous fais voyager, comme Arnaud. Ouais. Moi, je suis hyper jalouse, hein. Va falloir m'expliquer comment on fait. Tiens, pendant que tu as la parole, Amélie, est-ce que tu peux m'expliquer la stratégie de télétravail de Digital 113? Alors, stratégie, c'est un bien grand mot parce que nous, sur le principe, comme on est une structure plutôt dédiée à l'animation, le télétravail, c'est quand même pas quelque chose qu'on a institutionnalisé. On le fait plutôt de façon ponctuelle pour dépanner, mais comme on a besoin d'être normalement physiquement en contact avec les adhérents, on n'a pas institutionnalisé des jours de télétravail. On est une équipe splittée à Toulouse et à Montpellier, donc il faut quand même qu'on puisse être là, accueillir, etc. Mais par contre, comme on est effectivement une équipe sur 2 sites à distance, on a bien pris l'habitude de travailler depuis plus d'1 an à distance avec des outils collaboratifs, travailler, faire des réunions en visio. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça aujourd'hui. Nous, la complexité, ça va être la réduction de l'activité, forcément, puisqu'on a moins d'événements. Donc, la vraie complexité, c'est la réduction de l'activité. Mais travailler à distance, ça ne nous pose pas de soucis. Enfin, Vincent peut aussi en témoigner, et Jérémy qui est là. On a décidé de se réunir tous les matins à 10h, même si ça ne dure que 5-10 minutes, mais ça permet de garder le lien. Donc, on commence par parler de tout et de n'importe quoi, de comment chacun vit son truc. Et puis ensuite, voilà, on a Slack, on a Drive qui nous permettent d'utiliser. On s'est quand même créé un WhatsApp d'équipe qu'on n'utilisait pas jusque-là, qui nous permet aussi de garder encore plus le lien, de partager plein de conneries. Donc voilà, ce qu'on fait habituellement dans un open space, on le fait
On le fait par la salle café ou par WhatsApp. Au niveau des outils, nous, on était, vu qu'on travaille avec Montpellier depuis plus d'1 an, je pense que les outils nous ont permis qu'on utilisait déjà, nous ont permis de faire une transition assez en douceur. Après, comme a dit Amélie, c'est notre activité, le fond de notre activité ne nous permet pas de faire du télétravail, du full télétravail. On ne peut pas maintenir toute l'activité comme ça. Mais en tout cas, avec les outils qu'on a, la transition se fait en douceur. Et après, c'est vrai que je trouve que ce qui est important, c'est de garder le lien aussi avec tous nos collègues. Je pense que ça a vraiment une importance, au-delà de quels outils on utilise aussi. Je pense que c'est vraiment une importance, voilà, de voir qu'on n'est pas tout seul, parce que ça peut faire bizarre, effectivement, d'être devant son écran alors qu'on a l'habitude d'être avec les collègues. Donc, voilà, je rejoins Amélie sur ce qu'elle a dit. Merci Vincent. Est-ce que tu peux donner la parole à quelqu'un qui… Oui, je vais donner la parole à Magali. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Magali chez Axiodis. Je suis responsable d'équipe de data scientist. Donc, nous, le télétravail, je pense qu'en plus, François doit aussi être connecté. Mais nous, le télétravail, c'est quelque chose qu'on connaît parce que nos activités font qu'on travaille beaucoup déjà en télétravail. Donc, pour l'instant, c'est un peu comme ce que vous disiez, c'est plus une question d'activité qui est au ralenti que d'angoisse du télétravail qui, pour l'instant, moi, personnellement, je ne vois pas de différence à ce que je fais. C'est-à-dire qu'en général, je suis déjà 2 jours en télétravail. J'ai pour habitude. Donc, on est jour 2, c'est mon 2e jour de télétravail habituel de la semaine. Voilà. Donc, voilà, on est plutôt habitué à ça. Donc, pareil, on pourra peut-être échanger sur comment on fait pour travailler en télétravail, mais voilà. Sachant que je vais m'excuser d'avance, mais à 9h, j'aurai une autre réunion, donc je vous quitterai. Merci. Est-ce que tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre? Eh bien, je donne la parole, qui c'est que j'ai moi sous les yeux? Anne Rico. Bonjour à tous, donc Anne Rico, je suis directrice d'un cabinet de conseil en innovation et développement de marché. Alors, en ce qui concerne le télétravail, nous, on est une toute petite équipe en interne, hein, donc c'est pas très compliqué en interne. J'avais beaucoup travaillé en télétravail dans le passé, hein, dans mes jobs internationaux. Là, la complexité, elle est de deux titres. En fait, ce que j'avais fait auparavant, c'était du management d'équipe internationale interne. Là, je travaille avec des clients. Et les clients, en l'occurrence, j'ai 2 contraintes. Il y en a une, c'est parce que je démarre un nouveau programme, donc il s'agit de créer, on va dire, l'alliance avec le client à distance. Et ça, les premiers rendez-vous, c'est toujours un peu plus compliqué à distance. Voilà. Et la deuxième contrainte que j'ai, c'est que je fais aussi de la formation, et donc notamment avec des très grands groupes. Donc, avec un très grand groupe, voilà comment animer, comment… bon, c'est pas de la formation à l'ancienne, hein, il y a de la pédagogie active, etc. Et c'est justement garder quelque chose de très animé, de très vivant, de très collaboratif à distance. Voilà. Ok. Je permets de te répondre tout de suite parce que c'est un sujet à part entière, la formation à distance. Donc là, on va parler des pratiques de travail à distance interne, travailler en interne. Et donc, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en discuter maintenant, mais on peut en échanger en dehors si tu veux. D'accord, ok, merci. On a des attentes de certains adhérents qu'on puisse parler de comment on met en place la formation à distance dans ce contexte. Et donc, je ne sais pas exactement quand, mais on a prévu de pouvoir faire un café vidéo là-dessus. Merci. Okay. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner la parole à quelqu'un qui vient de nous rejoindre, s'il te plaît? Je ne me rappelle plus de ton prénom. Anne, est-ce que tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre? Oui, alors David, par exemple, je sais pas si… Oui, bonjour. Moi, je travaille avec Guillaume sur le projet Organize. Et donc, on est en télétravail, full télétravail en permanence. Donc, ça ne change pas grand-chose en dehors de l'intérêt soudain et un petit peu plus important que d'habitude sur le sujet, quoi. Donc, je serai là aussi pour répondre à vos questions si possible. Merci David, tu peux donner la parole. Et donc, je passe la parole à Pierre Passade. De découvrir personne. Et comment ça sort du monde? Il faut activer le micro.
Non, Ouais. Philippe Passade, pardon. Ça y est, Philippe Passade. Philippe. Ouais. J'ai mixé les deux personnes qui étaient à côté, excusez-moi. Ouais. Non, mais c'est bon. Et je suis désolé, j'ai pris l'audio en retard, donc je viens juste d'avoir le son. Ouais, donc j'ai Très pris bien. des choses. Si vous en pouvez nous jour. dire juste voilà, comment vous vivez le télétravail, est-ce que vous êtes en télétravail et est-ce que Oui. vous avez une question particulière sur le télétravail de façon synthétique? Là, on est tous en télétravail, voilà. Enfin, ponctuellement, hein. C'est pas une habitude. Je m'étais déjà intéressé il y a quelques mois à la chose pour pouvoir commencer des initiatives chez nous de télétravail, au moins pour une partie, voire tout l'ensemble du personnel. Bon, mais là, c'est un test grandeur nature que l'on fait. Voilà. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est ça nous intéresse au niveau fidélisation des salariés, voilà, Ok. et éventuellement concrète dans le recrutement, attirant sur le recrutement. Ok, ça marche. Ce que je vais faire, c'est que le temps passe. Donc, je vais pas prendre je vais commencer à présenter des pratiques. Ça me permet de voir quand même que vous avez une bonne maturité tous sur le sujet. Je ne sais pas pour Arnaud quand même, hein, parce que quand on voit le fond qu'il nous a mis. Ouais. Oh, punaise, magnifique. Le rêve. Ça, c'est, Tu vas te faire attaquer, fais gaffe. Non, mais c'est l'habitude du télétravail. Je vais hijacker le truc là 2 secondes parce que je vais pas présenter ce qu'on fait nous. Donc chez JFrog, nous on est éditeur, hein, et on est pas mal dispersé sur la planète et on a historiquement pas tellement de culture de remote. Alors j'appelle ça remote parce qu'il y a 2 aspects dans le télétravail, hein. Il y a l'aspect remote, c'est-à-dire les employés qui n'ont pas de bureau et qui travaillent uniquement chez eux. Et puis, il y a le télétravail, comme actuellement on est en train de le faire, qui peut être ponctuel, qui peut être circonstanciel, etc. Donc, nous, on n'a pas vraiment une culture de remote. On a des bureaux partout et voilà. Et évidemment, on a switché en télétravail. Alors, je crois qu'il y a encore un site qui n'est pas en télétravail à l'étranger parce qu'ils ne sont pas vraiment touchés pour l'instant. Ils attendent un peu de savoir comment ils seront mangés. Mais évidemment, la France, l'Espagne, l'US, tout ça, ils sont tous en télétravail depuis plus ou moins longtemps, hein. L'Espagne, ça a été les premiers qui ont été forcément contraints à la fois par nous, sachant qu'à chaque fois, on a anticipé les mesures gouvernementales des différents pays. Ça, c'est important. Et on s'est renseigné à chaque fois sur la législation qui le permettait ou pas. De forcer les employés en télétravail. Alors, des pays, c'est facile, hein, on fait ce qu'on veut. Et puis, il y en a d'autres où c'est moins facile. Par exemple, en France, on en parlera, mais en France, en ce moment, la législation est très, très assouplie puisque d'après l'article L1122-11 du Code du travail, on peut mettre les gens de façon forcée en télétravail quand il y a des circonstances exceptionnelles comme une épidémie, sans avoir besoin d'un formalisme particulier. C'est ça qu'on a utilisé. En Espagne, par exemple, on a été obligé de faire un document, malgré la situation qui est encore plus critique là-bas, pour pousser les gens chez eux. Après, d'un point de vue outils et culture, ça a été très facile pour nous, puisqu'on est complètement digital. On n'a pas eu besoin de gérer des aspects de cloud, même d'ordinateur, puisque tout le monde a un portable, etc. Tout a été facile. Ce qui était plus compliqué éventuellement, c'est l'infrastructure chez les gens. Il y a certains qui nous disent moi, je n'ai pas d'écran, je travaille sur mon petit portable s'il me faut un écran supplémentaire. Moi, j'ai une connexion Internet pourrie, etc. etc. Mais le switch a été globalement très, très facile et très accepté. Je te rends la parole. Okay. Merci Arnaud. J'en profite juste pour vous dire que vous avez un onglet qui permet de converser. Donc, pendant que Guillaume présentera peut-être quelques pratiques intéressantes à mettre en place assez rapidement pour le télétravail, accompagné de David, vous pouvez poser des questions. Comme ça, on pourra y répondre après, s'il y a des questions, peut-être. C'est peut-être plus simple à l'utilisation. Donc, vous avez l'onglet converser. Et puis, Mustapha et Cédric, n'hésitez pas à intervenir aussi, vu que vous pouvez témoigner de l'utilisation du télétravail. N'hésitez pas à intervenir en même temps que Guillaume, par exemple. Donc, voilà. Je dirais même tout un chacun, hein, parce que vous avez tous des expériences variées et l'idée, on est bien là pour partager et puis parce qu'il y a plusieurs façons de s'approprier le télétravail. Donc,
toutes les expériences sont intéressantes. Moi j'aimerais juste rajouter que au-delà de la mise en œuvre là, du quotidien par rapport à nos habitudes, certains ont plus l'habitude que d'autres, je pense qu'il sera utile de lister les bonnes pratiques. On a tendance à oublier que ces outils qu'on est en train d'utiliser à l'instant, là, d'ailleurs, je vous engage tous à être extrêmement vigilants. Le réseau mondial subit une charge phénoménale, une charge qui n'était pas du tout prévue, il faut être clair. La planète n'est pas censée travailler à domicile, il faut quand même bien en avoir conscience. Les infrastructures ne sont pas forcément résilientes à ce point-là. Je trouve d'ailleurs étonnamment que ça se passe plutôt très bien. Je suis très surpris personnellement, mais je pense qu'il y a des bonnes pratiques à adopter en étant chez vous vis-à-vis de vos outils, votre travail, vos fichiers. Voilà. Je pense qu'il sera important d'en parler. Ce que j'ai entendu dire à ce sujet, c'est que les opérateurs, Guillaume, on est en train de complètement foirer ton planning, j'espère que tu ne nous en voudras pas. C'est que les opérateurs ont mis en place du throttling, en fait. Ils ont tourné les boutons sur les flux réseau essentiels et non essentiels, entre guillemets, sur la base de ce qui relève du divertissement, entre guillemets, etc. Alors, dans le détail, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont mis en place, mais c'est ce qu'on lit un peu partout, qu'il y a eu parce qu'ils ont cette possibilité au niveau des node peering, etc., de jouer sur la bande passante des différents flux réseau et de s'amuser à privilégier certaines choses. Moi, ce que j'ai remarqué, effectivement, Moustapha, tu as raison de le dire, c'est que nous, on utilise Zoom, on fait des sessions à 500 assez régulièrement. On n'a aucun problème en ce moment. Aucun problème. Et ce n'est pas lié qu'aux infrastructures de Zoom, quoi. Il y a un truc aussi dans le plan de continuité du service. Aujourd'hui, tout le monde continue certainement à fonctionner aux mêmes horaires de travail parce que c'est la facilité. On ne s'est pas préparé. Mais après, ça peut être aussi si on a vraiment des problèmes pour les entreprises qui ont un tuyau d'étranglement sur l'accès au réseau, ça peut être aussi de décaler les horaires pour gérer le flux, justement. J'ai envie de te dire que les vieux habitués du travail à distance, quelle que soit la forme, je parle que pour moi là, parce que je ne sais pas où vous en êtes tous, mais comme ça fait vraiment… moi, ça fait presque 30 ans que je travaille à distance, donc sur toute la plateforme, cette modalité-là, elle s'installe d'elle-même. C'est-à-dire qu'il m'arrive de travailler à 4 heures du matin, aussi bien qu'à 22 heures, aussi bien que… Voilà. Mais effectivement, il faut utiliser les décalages horaires, c'est intéressant. La France vient de basculer tous en disant on travaille tous à 9 heures et à midi, c'est nos horaires habituels. Et on n'a pas pareil des horaires, on n'a pas eu le temps de préparer, mais c'est un sujet peut-être, s'il y a des pannes qui arrivent, ça peut être une astuce pour des grandes entreprises, des petites entreprises qui ont encore une fois un VPN qui est limité, quoi. Et le souci qu'on va avoir, c'est la culture générale des équipes. Par exemple, moi, j'ai une habitude très simple, c'est de pratiquer ce que j'appelle la déconnexion. Typiquement, quand j'utilise mon SharePoint à distance ou que je suis en Teams ou que j'ai toutes mes sauvegardes cloud qui sont enclenchées, quand je suis dans des conditions comme celle-là, j'en désactive beaucoup pour pas manger de la bande passante, y compris sur les serveurs de mon entreprise. C'est important de préserver le réseau et mes serveurs à moi. Mais nous, c'est des habitudes qu'on a enseignées aux équipes. C'est là où il y a une grande différence entre être habitué à travailler comme ça et s'y mettre comme ça soudainement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une éducation à l'emploi des outils à distance. Juste un exemple concret, dans ce sens-là, c'est le partage de documents. On est encore habitué à partager des documents par mail. Oui. Et juste mettre des liens, c'est juste un axe hyper important d'amélioration de la bande passante. Certains d'entre vous vont l'apprécier énormément, le lien, dans le sens où quand vous continuez à travailler à l'ancienne, entre guillemets, avec des pièces jointes, vous allez voir les effondrements de bande passante à certains moments, ne serait-ce que pour récupérer vos petits mails. Vous allez voir que mettre des liens, ça va très vite devenir une habitude si cette situation dure longtemps. Voilà, c'est des trucs tout bêtes. Hein. Non, ta réflexion est intéressante parce que du coup, ça va nous amener à faire de la RSE pour le numérique. Oui. Et aujourd'hui, on n'en avait pas conscience. Et peut-être qu'effectivement, on n'a pas de problème pour l'instant, effectivement, de rupture de réseau.
mais c'est un sujet à prendre au sérieux. Est-ce que d'autres personnes veulent partager leurs pratiques télétravail et puis on complète comme ça au fur et à mesure? Du coup, il y avait Marlène, si tu veux Oui, partager. je suis pas en mute. Bonjour, donc moi je fais partie de la société Rakuten Aquafadas. Donc on est tous en télétravail depuis lundi matin. Seulement certaines personnes avaient l'habitude de faire du télétravail, une demi-journée, une journée par semaine. Là, c'est l'ensemble des employés, on a beaucoup de jeunes sans forcément de famille. Et puis on a aussi beaucoup de papas et de mamans assez jeunes avec des petits. Donc on a quand même, aujourd'hui, on a à 14% quand même de notre population qui est en arrêt de travail pour garder les enfants. Donc c'est un petit peu compliqué et du coup on est en train de réfléchir à des aménagements de travail pour permettre à ceux qui ont des petits de quand même continuer de travailler, quoi, d'arranger un peu tout le monde. On est sur un logiciel sur lequel on badge tous les matins. Donc là, j'entendais le télétravail, on peut commencer très tôt, on peut finir très tard. Mais finalement, chez nous, c'est un petit peu restreint parce qu'on a des plages horaires à ne pas dépasser. Donc là, on est en train de réfléchir à peut-être transformer ce modèle pour permettre de la flexibilité beaucoup plus importante à nos salariés. Voilà, pour l'instant, ça se met petit à petit en place. Moi, j'ai demandé à tous les managers d'être très, très présents virtuellement avec leurs équipes parce que justement, c'est nouveau, de les contacter au moins une fois par jour, ne serait-ce que pour prendre un café, justement, comme vous le faites, et juste partager. Est-ce que ça va? Vérifier les conditions de travail dans lesquelles sont les salariés. Effectivement, on a mis en place des bonnes pratiques aussi qu'on a partagées lundi matin à l'ensemble des salariés par Zoom. On utilise Zoom. Donc, c'est voilà, des bonnes pratiques pour les salariés et puis des bonnes pratiques pour les managers aussi parce que, voilà, entre autres, il faut faire confiance à son équipe. Voilà, il faut aussi permettre la déconnexion. Mais là, je parlais de la déconnexion de travail, faire une pause, faire plusieurs pauses, s'aérer. Enfin, voilà, on essaye de mettre en place certaines choses. Je vais bientôt mettre aussi en place un atelier virtuel de sophrologie où qui veut s'inscrire. Ça sera normalement le lundi matin. Voilà, pour que voilà, si les collaborateurs ont envie de se détendre par une pratique différente, peuvent le faire. Et c'est d'autant plus facile finalement quand on est en télétravail, parce qu'on n'a pas besoin de salle physique, de louer une salle, etc. Et que voilà, on a une personne qui est dédiée à ça, une personne externe. Voilà, on essaie de trouver des petites choses pour et puis pas de contrôler, mais d'entourer pour vérifier que ça se passe bien, quoi. Voilà. Mais ça se fait au jour le jour. On a des nouvelles idées. Ce que vous faites, c'est certainement le plus important. C'est-à-dire, c'est d'accompagner les personnes. Personne n'est parfait. Enfin, l'entreprise n'est pas parfaite, on en est conscient. Donc, d'accompagner et de prendre des nouvelles, c'est certainement la chose la plus importante aujourd'hui à faire auprès des équipes. Et que le manager soit aussi aidé pour savoir ce qu'il doit vérifier. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, bien communiquer. Le temps que tu regardes à qui tu donnes la parole, je voulais partager une petite pratique que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je suis debout. Et là, on fait une réunion où je n'ai pas besoin de prendre de notes. Et on est tout le temps assis toute la journée. En plus, moi, je ne suis pas sorti depuis 2 jours parce que je respecte le truc, je suis en cage. Donc là, je suis debout et on peut faire des réunions debout. C'est facile à faire, hein, donc il ne faut pas hésiter à le faire. C'est une astuce, d'autant plus qu'on a des bureaux chez Rakuten Aquafadas qui se montent et qui descendent. Donc, c'est vrai, on a beaucoup de salariés qui se mettent parfois debout. Donc, c'est une bonne idée de proposer ça même à la maison. Les daily stand-up meetings en daily scrum, c'est debout. Donc, on peut très bien les faire aussi debout à la maison.
Alors moi, je voudrais juste partager aussi ma pratique à moi, bon, que tout le monde connaît, hein, mais d'autant plus quand on est en télétravail et qu'on est en immobilité. Moi, comme je suis prof de yoga et de pilates, je suis sur un ballon. Et ça, c'est super aussi parce que si vous passez vos journées sur votre chaise, vous allez rapidement être angoissé, stressé. Et moi, je suis toujours en mobilité, donc aucun problème de ce côté-là. Voilà. C'est une bonne idée aussi. On en a au bureau. Je vais proposer aux salariés de s'en faire livrer. Oui. Alors, je voudrais contrebalancer les quelques expériences qui ont été énoncées là. Moi, je fais du télétravail depuis plus de 20 ans. Et pour faire télétravailler de nombreux développeurs, il y a quand même un danger à cette flexibilité. C'est-à-dire que le télétravail apporte un confort d'amplitude horaire. Les gens peuvent adapter leur rythme perso-pro pour pouvoir travailler peut-être un peu plus tôt, un peu plus tard, comme on le disait tout à l'heure. Ça représente un gros danger. Nous, la première chose, on est en télétravail depuis vendredi matin intégralement. La première chose qu'on a chaudement recommandé à nos ingénieurs, c'est de s'aménager un lieu de travail. Il est important pour certaines personnes, tout le monde ne sait pas en fait faire la séparation pro-perso et peut se faire déborder. Si il se met dans une situation où ils peuvent être joignables à tout temps, à toute heure, à tout moment, certains n'arrivent pas à gérer ça, ils peuvent être débordés par le travail, par les sollicitations, ils peuvent se sentir débordés. Donc c'est important aussi pour un certain cadre, en tout cas dans notre cas de figure, d'avoir dit isoler un endroit chez vous où vous pouvez travailler, où vous vous sentez bien, où vous êtes confortable, avec un ballon, avec une chaise, avec peu importe quoi, mais avec un écran externe, avec un clavier souris. Ils sont tous partis avec le matériel qu'ils avaient au bureau et ils se sont installés un coin pour pouvoir travailler. Et surtout, ce que je leur ai dit, c'est fermer la porte du bureau virtuel quand vous arrêtez le travail le soir. Parce qu'un petit bout de bureau dans le salon, certains arrivent à déconnecter, certains n'y arrivent pas. Et c'est le soir en mangeant, oh, putain, c'est vrai, ce bout de code, j'y ai pas pensé. Ils y retournent et ils y replongent pendant 2-3 heures. On a un métier de développement où il est facile de travailler n'importe quand, mais il est facile aussi de se laisser déborder par sa passion et d'exploser au bout du compte. Donc, même si on doit apporter une certaine flexibilité, parce que ça peut être du confort que de télétravailler, il ne faut pas hésiter non plus à mettre des règles qui permettent cette séparation pro-perso, et puis des règles aussi qui facilitent le team building, le travail en commun. C'est-à-dire que nous, on dit, même si on fait du télétravail, 9h midi, 14, 17, c'est important qu'on puisse être au moins joignable sur ce créneau-là pour qu'on sente qu'on peut travailler ensemble sur cette période. Au-delà de ces heures, il ne faut pas s'offusquer. Et je dirais même que même dans les heures 9h midi, 14, 17, si la personne ne répond pas dans les 10 minutes, ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'offusquer, il faut apporter cette flexibilité dans l'autre sens. Donc, il faut bien faire attention à cette séparation pro-perso qui peut représenter un gros danger. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on l'a constaté sur l'équipe Digital 113 hier matin, donc petit meeting de 10 heures et on demandait un peu comment vous viviez le truc, etc. Donc certains disaient que c'était effectivement compliqué parce qu'il y avait les enfants qui tournaient, etc. Il fallait faire le repas. Et puis il y en a une autre qui disait, en fait, c'est compliqué de s'arrêter. C'est compliqué de s'arrêter parce qu'en fait, quand tu es au bureau, à un moment donné, tu dois aller chercher les gamins à l'école ou à la crèche ou tu as la route et il y a une partie de ton cerveau qui dit là, il va falloir que je prenne la voiture si je ne veux pas avoir tel ou tel bouchon, etc. Quand tu es au bureau, quand tu es en télétravail, que tu es dans ton activité, tu es effectivement, tu as moins ce cadre psychologique aussi, puisqu'on peut, c'est nous qui décidons à quelle heure on part, mais tu as moins ce cadre psychologique de. Tu as coupé ton micro, Amélie, je crois. Tu as coupé ton micro, Amélie. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'était un témoignage intéressant de la collègue de dire j'ai eu du mal à m'arrêter. Et ça peut représenter un danger. Juste pour compléter, alors déjà, je te rejoins, mais quand on est un vrai développeur, pour avoir eu du code dans ma tête et continuer à avoir du code dans ma tête qui circule, que ça soit en télétravail ou pas, voilà, tu veux dire, tu débranches pas le code qui défile. Hein. Je veux dire, si tu es un vrai développeur qui a ça dans le sang, tu débrancheras rien. Tu n'y arriveras pas. En tout cas, c'est mon vécu. Ça, c'est une première chose. Après, tu as totalement raison. Rappelons aussi qu'il y a des lois qui s'appliquent et elles continuent à être en vigueur. En France, ça s'appelle le droit à la déconnexion, mais dans tout un tas d'autres pays, ça existe aussi. Donc, il ne faut pas non plus entrer en conflit avec la loi. Donc, il faut une forme de rigueur dans
dans l'organisation de tous ces échanges. Mais moi, j'ai envie de vous dire aussi, Amélie, ce que tu viens de décrire, c'est quand même des rythmes, ne le prenez pas mal, hein, ce que je vais dire, mais c'est quand même des rythmes artificiels qui ont été déposés sur nos vies et sur lesquels on s'est calqué. Ce qui va nous arriver là, en tout cas à beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude, c'est que les rythmes, je dirais, naturels vont reprendre le dessus. Et en ce moment, on essaie de faire cohabiter les deux, mais d'ici 2 semaines, tout ça aura disparu, les frontières vont devenir floues. Et certains d'entre nous travaillent très bien de 3h à 22h, d'autres travaillent très bien de 4h à 10h du matin, etc., etc. Donc, c'est ça qui va se réinstaller, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, voilà, on est chez nous, seul, il n'y a plus rien pour poser un cadre, et ce naturel, il va revenir. Et on n'y pourra rien. Je veux dire, voilà, qu'on organise effectivement des points de jonction collectifs, c'est normal, ça va être obligatoire, mais on ne pourra rien empêcher. On ne pourra rien empêcher. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein, Encore une fois, tu as raison. L'idée, c'est d'accompagner l'idée, c'est d'accompagner les individus dans un cadre collectif commun. Et après, c'est libre à chaque entreprise, à chaque culture d'entreprise, de définir cette culture par rapport aux individus qui la composent. Donc, il y a des pratiques très différentes et des cultures très différentes. Oui, David. Très bien. Moi, je voudrais réagir par rapport à ce que tu disais, Moustapha. En effet, aussi, c'est en effet l'opportunité du travail à distance, c'est de pouvoir s'adapter aussi à son rythme. Donc, les gens qui veulent travailler beaucoup, les gens qui veulent travailler tard, ainsi de suite. Et en effet, peut-être que maintenant, on est un peu contraint par des horaires, tout ça, mais petit à petit, ça risque de changer parce que les gens auront cette possibilité-là. Mais c'est là justement où l'entreprise, elle a tout son rôle et les managers ont tout leur rôle pour accompagner ça et faire en sorte que, ok, tu adaptes ton rythme de travail à ton rythme personnel, mais à garder une barrière, en effet, à guider les gens pour qu'ils dépassent pas, qu'ils aillent pas trop loin, même s'ils sont des passionnés du code et qu'ils ont tout le temps le code dans la tête ou autre, leur dire, ok, tu peux y réfléchir, tout ça, maintenant, reste pas sur ton ordi 18 heures sur 24, sinon à un moment donné, ça risque de lâcher, quoi. Donc, c'est une autre posture par rapport à quand on est dans les bureaux, où les gens ils viennent dans les bureaux, ils passent le temps dans les bureaux, puis bon, quand ils rentrent chez eux, peut-être qu'ils sont sur leur ordi, mais à la rigueur, on ne le sait pas, ça ne nous regarde pas trop. Là, il faut apporter un accompagnement qui est un petit peu différent et être peut-être un peu plus proche des personnes pour les accompagner dans ce changement de fonctionnement, quoi. Merci. Est-ce qu'on peut continuer le petit tour On avait juste, Guillaume, une petite question outil de Christophe qui demandait, selon nous, je pense que la question est pour tout le monde, quel était le meilleur outil de visio, quoi. Donc, il citait GoToMeeting, Teams ou Zoom. Alors, nous, on utilise Zoom, là, pour la réunion. Je pense qu'ils sont tous bien. Nous, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est content de Zoom, particulièrement content de Zoom et des fonctionnalités qu'il propose. Tout à fait, pour avoir pu en tester 2-3 autres, pour l'instant, celui-ci nous convient très bien. Et là, on le voit aujourd'hui, hein, on est assez nombreux et ça se passe super bien. Alors, notre expérience rapidement. Une question, parce qu'on l'utilise aussi, mais on n'a jamais eu de très grands groupes. Vous n'avez pas eu de problème de son? C'était toujours nickel? Nous, on utilise Zoom à assez large échelle. Alors, je ne veux pas faire le commercial de Zoom pour le coup, mais on a mis en place ça il y a quelques années et on est souvent confronté parce qu'on travaille, on a une particularité pour ceux qui nous connaissent, c'est qu'au niveau commercial, on n'a que de l'inside sales, on travaille que à distance. Donc on passe notre temps à faire des sessions avec visio, enfin avec vidéo ou pas, avec des clients. Nos commerciaux en tout cas, c'est ce qu'ils font. Nos développeurs, étant donné qu'ils sont un peu répartis sur toute la planète, eux, ils passent leur temps aussi à faire des sessions comme ça. Et de fait, on a pu tester de force les solutions qu'utilisent nos clients. Donc, on les a un peu tous testés parce que nos clients disent bah ouais, mais moi, je ne peux pas mettre Zoom. Donc, on va travailler sur WebEx, sur GoToMeeting, sur machin, sur truc, sur bidule. Et c'est pour ça qu'on est resté sur Zoom au final. Parce que en fait, c'est l'outil avec lequel on a eu le moins de problèmes. Et donc, aujourd'hui, on l'utilise sur des populations très, très larges. Alors, évidemment, quand quelqu'un a une liaison pourrie de son côté, on ne peut pas faire grand-chose.
Mais il y a deux aspects. Il y a l'aspect qu'on est rarement touché par des problèmes d'infrastructure ou de réseau avec Zoom. Ça, c'est ce qu'on a constaté, contrairement à ce qu'on constate sur d'autres réseaux concurrents, d'une part. Et il y a aussi un côté pratique de l'outil qui est largement supérieur à tous les autres. L'intégration, Zoom, c'est un outil digital natif, quoi, contrairement aux autres qui sont des outils qui viennent du monde de la téléphonie pour la plupart, hein, en tout cas. Et Zoom a su surfer sur cette vague en n'introduisant pas de complexité excessive dans l'outillage. D'une part, ils ont pu faire fonctionner Zoom avec des solutions assez simples. Ils ont créé ce concept de Zoom Room pour concurrencer ce qui se faisait chez les autres. Que des techniques intéressantes. Et puis, une réunion à 350 sessions Zoom. Et d'ailleurs, Zoom n'a pas eu de soucis dès que tout le monde s'est mis au télétravail lundi sur leurs infrastructures, alors que Microsoft Teams, il paraît qu'ils ont eu plus de 4 heures d'arrêt des serveurs parce qu'ils ont surchauffé. Ouais, mais comme je le disais, Microsoft, ils l'ont un peu cherché. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'à peine ils ont entendu parler du coronavirus, je te vois sourire Amélie, mais c'est clairement ce qui s'est passé. Je ne souris pas pour ils ont lancé une offre philanthropique, entre guillemets, hein, c'est du marketing, où ils offraient 6 mois de Zoom gratuitement à tous les nouveaux entrants, machin, etc. Je ne sais pas si les gens sont rués dessus, mais bon, voilà, à un moment donné, c'est le retour du bâton, quoi. Juste pour contrebalancer, on veut pas, je ne suis pas un adepte de Microsoft, mais on est Teams depuis maintenant un moment, et on a une réunion tous les jours de suivi de l'organisation. On est 200, 250. On n'a eu aucun souci. Donc, bon, voilà. Non, mais juste pour dire, voilà, il y a a priori aujourd'hui les outils, tu parlais d'intégration. Nous, Teams est intégré complètement à la suite Office, etc. Je pense que beaucoup d'outils sont très, très bons. Je crois aussi, ce qui pilote, c'est le coût. C'est-à-dire combien on est capable de mettre derrière les infras et chez eux et chez nous. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable aussi de relayer, nous. Je rappelle aussi qu'il y a des problématiques de sécurité qu'on a intérêt à garantir. Je ne sais pas où vous en êtes, nous, mais on a déployé du VPN au taquet là, en l'espace de 2 semaines, histoire de bien sécuriser tout le monde. Parce que je peux vous garantir que les pirates, alors là, ça va être du pain béni pour eux. Parce que alors là, ça va être la foire à la saucisse. Hein. Ils vont se lâcher. Hein. Donc, mais bon, on a du VPN depuis toujours, en fait. Ouais, mais nous, on est habitués dans nos métiers, apparemment, voilà, nos entreprises sont. Mais je peux dire à tout le monde, sécurisez vos infras. Ne vous lancez pas sur les chemins de l'extérieur comme ça, parce que ça va être, à mon avis, les retombées vont être aussi assez violentes de ce côté-là. Je voudrais ajouter qu'en termes de communication, il n'y a pas que de la visio. Oui. La visio, c'est bien pour ce cas de figure-là où on est en réunion, on échange, on fait de l'échange informel comme ça. Pour des équipes de développeurs, je reprends encore mon exemple, la visio, ça peut carrément les empêcher de travailler, ou alors ils n'ont carrément pas de webcam. Il ne faut pas oublier d'autres outils. Il y a des outils de channel audio, il y a des outils de channel texte. Donc, du texte, c'est pratique pour s'échanger des informations, des liens, du tout venant, des blagues, des machins. Et les gens peuvent réagir sur ces notifications quand ils ont 5 secondes, quand ils ont envie de se divertir. Ils ne sont pas monopolisés, bloqués sur un échange de visu. Il y a plein de channels audio qui peuvent être intéressants aussi et qui gèrent un peu mieux les confs audio. Alors là, pour le coup, nous, on utilise une solution qui vient du monde du jeu vidéo, ça s'appelle Discord. Ça ressemble un peu à Slack, ça ressemble un peu à Teams. C'est simplement créer des channels. Alors, on a fait un channel par projet. Et quand on veut se parler, eh ben, comme on le ferait au bureau en tournant la tête, tiens, au fait, je t'ai parlé d'eux, eh ben, il suffit de cliquer sur le channel qui va bien et on peut parler. Le micro se déclenche au moment où quelqu'un parle, ce qui fait que ça évite d'avoir les bruits, les oiseaux, les clics des différents développeurs. Et du coup, on est en fait comme si on était dans le même bureau. On se met sur un channel audio d'un projet. On est dans le même bureau et dès qu'il y en a un qui parle, pouf, les autres peuvent entendre. Ça fait une communication temps réel. Donc voilà,
Parmi les outils, oui, nous aussi, on utilise par exemple Google Meet, on utilise Zoom, on utilise d'autres outils. Pensez aussi aux outils purement audio, aux outils purement texte. Faut pas avoir peur de diversifier l'offre, même si, attention, trop d'outils va générer trop de notifications et donc trop de divertissement dans la productivité des gens. Il faut juste penser à utiliser le bon outil. Juste une anecdote pour aller dans ton sens. Teams, c'est étonnant, hein, ça s'est fait sans qu'on ne demande rien. Hein. Que 90% des réunions, la vidéo, elle est off. Carrément, voilà, on la vire. Parce que finalement, bon là, c'est vrai qu'on est en contexte plutôt décontracté, tranquille, on n'a pas. Mais la plupart du temps, la vidéo, je dirais pas que c'est pas vraiment utile. Hein. L'intérêt, il n'est pas voilà, flagrant. Tu parlais des outils de collaboratif. Important aussi, tout ce qui est. Donc, les codeurs ont l'habitude d'utiliser cet univers-là. Donc, pour eux, c'est natif. Mais pour tous les gens qui pratiquent les outils de bureautique, sachez qu'aussi, c'est pareil, les outils de partage en live, de mise à jour en live de tous vos documents, vos PowerPoint, vos Excel que vous pouvez partager en. Alors, c'est un peu perturbant si vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes en train de modifier un PowerPoint et puis il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur le même PowerPoint que vous. Ça peut perturber si vous n'avez pas l'habitude, mais c'est possible aussi. Et donc, il y a d'autres façons, effectivement, de travailler tous ensemble sur des choses en commun et au même moment. Et ça marche très, très bien. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est de parler de la personnalisation du travail. Et le danger qu'il peut y avoir effectivement actuellement, c'est de reporter le fonctionnement qu'on a au bureau en disant bon, bah, je suis toujours connecté, je suis dans un open space, donc je vais recréer l'open space et on est toujours connecté. Donc là, c'est la facilité et c'est normal qu'on fasse ça parce qu'on n'a pas été préparé. Mais le vrai travail à distance, effectivement, c'est comme vous le dites, hein, c'est d'utiliser en fait des outils qui vont correspondre à ma façon de fonctionner en asynchrone, soit avec du texte, soit avec de la vidéo et le partage d'écran. Il y a des outils comme Loom qui permettent de partager des vidéos rapides qu'on envoie pour expliquer une situation avec un écran partagé. Je l'envoie à mon collègue, il la lit quand il a envie et j'ai pas besoin de formaliser. Alors, le danger de ça, c'est justement qu'on ne formalise pas. Donc, c'est en ça que je rejoins ce que tu disais. C'était la nécessité de passer par du texte parce qu'en fait, le texte, il reste alors que l'oral ne reste pas. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas confronté à ça. Aujourd'hui, la priorité, c'est de synchroniser les équipes. Mais dans l'évolution des choses, on risque de perdre de l'information et c'est des pratiques à mettre en place au fur et à mesure. Donc oui, la visio aussi, voilà, c'est pourquoi j'ai besoin de la visio. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais sur la partie formalisation. Donc voilà, visio, c'est à 2, à 10, avec un client, en webinaire, des centres d'information. En fait, les outils vont être différents finalement. Donc il y a des outils qui sont gratuits, qui peuvent répondre facilement à votre besoin. Et pour faire des grosses réunions, effectivement, on va avoir besoin d'outils un peu plus costauds. Et Zoom répond à peu près à tout. Avec Zoom, en plus, on a une super fonctionnalité qui permet de faire des réunions très, très collaboratives. Donc, on pourra discuter pour ceux qui veulent faire de la formation à distance. Zoom a une fonctionnalité que personne n'a d'autre. C'est le partage, la création de petites salles de réunion qui permet en fait quand on est dans un atelier de 1 heure, de faire un échange de 20 minutes global. Et puis, on va créer des petits groupes de discussion de 20 minutes et on ramène tout le monde dans la même salle automatiquement. Donc, c'est super sympa. Et Zoom sont les meilleurs là-dessus. Donc, voilà, ça dépend de vos besoins. Et Teams, l'avantage, c'est que c'est intégré. Donc, si vous partez sur du Microsoft, c'est que voilà, il n'y a pas d'intégration à faire. Alors que Zoom, il faut créer ses réunions en avance. C'est un peu moins fluide, à part si vous l'avez intégré à votre suite, à votre environnement de travail. Je ne sais pas, Arnaud, comment vous l'avez intégré d'ailleurs, Zoom, dans votre… Nous, on utilise beaucoup Slack déjà à la base pour tout ce qui est textuel. On est Slack. Donc, il y a une intégration Zoom Slack. Hein. Donc, vous êtes dans Slack, vous voulez lancer une réunion Zoom, il y a une commande, parfois, ça prend 4 secondes. Hein. Et pour tout ce qui est planifié en termes de réunion, dans la mesure où on est globalement G Suite sur beaucoup de choses, on utilise un peu d'Office, mais pas tant que ça. C'est les gens qui sont allergiques à Google qui utilisent
Office chez nous, on va dire. On n'est pas très sur certains outils, on est assez open en interne sur les choix, pour pas brusquer et froisser les développeurs qui veulent pas mettre une main dans Excel par exemple, ou l'inverse. Un financier, on va pas lui faire utiliser Google Sheets, il voudra pas, même quelle qu'en soit la raison. Bref. Donc en fait, il y a une intégration aussi assez facile entre Zoom et Google Calendar. Donc, ce qui fait que pour nous, c'est totalement fluide au final. Et on utilise aussi beaucoup d'autres fonctionnalités de Zoom, hein, les webinars, donc les Zoom Rooms, j'en ai parlé. Hein, donc c'est la capacité d'intégrer du matériel pour avoir une salle qui est complètement gérée par Zoom, et plein d'autres fonctionnalités comme tu en parlais. Si on peut faire un tout petit focus sur Google Agenda, parce que je crois que ça intéresse aussi le Digital 113 et puis à mon avis un grand nombre d'entre nous qui utilisent Google Agenda. Pour Google Meet, par exemple, dès que tu crées un rendez-vous dans Google Agenda, automatiquement, on a la possibilité de générer un lien vers la visio. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un plugin Google Agenda qui est pareil? Oui, il y a un plugin. Quand tu crées ta réunion Google, que ce soit sur ton téléphone, sur… un téléphone, non, moi je ne sais plus, je vérifie. Généralement, quand on les crée sur une plateforme web, quel que soit ordinateur ou autre. Tu peux, à la demande, finalement, cliquer sur un bouton pour y ajouter une salle. Alors, soit tu peux ajouter une salle, une Zoom Room, proprement dit, qui sont déclarées comme des salles dans l'agenda Google. Soit créer un lien Zoom qui va être ajouté au meeting, qui soit récurrent ou pas. Sachant que le lien Zoom, ça peut être soit ton lien propre, parce qu'on peut avoir des liens personnels Zoom. Moi, j'ai une Zoom Room qui est à moi, en fait. Soit un lien qui est généré à la volée pour une certaine réunion, quoi. Donc, l'intégration, de mon sens, elle est plutôt pas mal. Nous, on fonctionne comme ça chez Digital 113, puis on a des rooms aussi dans le Google Agenda pour les relier directement les rendez-vous à ça. Et c'est facile à mettre en place. En tout cas. Ouais, ça marche très bien. Il y a Christophe qui n'arrive pas à avoir son micro fonctionnel et qui pose la question, est-ce que quelqu'un aurait un tutoriel justement pour créer des salles de réunion Alors, il y a deux aspects. Hein. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect Zoom Room. Sur le site de Zoom, il y a tout. Ouais. Non, en fait, je crois que la question, c'est vraiment sur les micros salles qu'on éclate dans une réunion que… Ok, je vais chercher un lien sur Internet, je le partage dans le chat. Ah, super, merci. Super, merci Guillaume. Alors, je ne sais pas combien de temps on a encore. Normalement, on a encore 10 minutes. Après, le lien n'expirera pas pour autant. Moi, je devrais de toute façon vous quitter à 9h30. Je pensais qu'il n'y a pas que les outils de visio et de communication. Ouais. Je pense pour bien télétravailler, on parlait des plateformes bureautiques, mais il n'y a pas que ça. Un des éléments essentiels aussi pour moi, pour le télétravail, d'organisation, c'est de savoir sur quoi les gens travaillent et surtout que eux sachent sur quoi ils doivent travailler. Pour ça, il y a plein d'outils collaboratifs. Je ne sais pas si c'est le lieu ou le moment d'en parler. Nous, en interne, on utilise Wrike, W-R-I-K-E, qui est un outil de gestion de projet en ligne et qui nous permet, à partir d'une liste de tâches simples, beaucoup de choses. On a des vues Gantt, on a des vues Kanban, on a des suivis de temps passé, on a un vrai outil de gestion au sens large. Et je pense que c'est aussi par ces outils-là qu'on peut veiller à ce que tout le monde puisse travailler correctement. Il y a les outils de communication. Je pense qu'on est tous là des communicants. Il faut aussi penser aux outils d'organisation. Oui, c'est sûr que je pense que Guillaume pourra confirmer, hein, mais je pense que les outils d'organisation sont ultra importants pour le télétravail, c'est évident. Et Guillaume, je voulais te demander, selon toi, si tu pouvais dire 4-5 points clés du télétravail, pour le télétravail, pour le mettre en place de manière vraiment productive. Moi, je pensais à des termes comme déjà confiance, qui me paraît assez intéressante, primordial. Des outils adaptés aussi.
Mais je ne sais pas, toi, ta vision sur ça? Alors, en fait, là, parler de confiance aujourd'hui, c'est un peu délicat parce qu'en fait, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire, on ne va pas demander quelque part la confiance. Ce qu'on dit souvent en formation, c'est que c'est important quand on travaille à distance d'avoir de la confiance et de générer ce climat de confiance. Là, en fait, on ne demande pas l'avis à qui que ce soit. On ne travaille pas sur la confiance avant de donner de la distance, donc c'est un peu délicat là. On n'a pas trop. Valou! Maintenant, oui, Amélie? Tu m'as fait sauter mon truc! Je t'entends, Amélie. Mais... Je t'entends. Hein. On t'entend, Amélie, c'est bien. Elle a inversé donc, après, la confiance, c'est-à-dire que le moyen d'y travailler dessus, pour moi, ça rejoint en fait ce que tu disais sur la partie suivi des tâches. C'est-à-dire qu'il faut donner de la transparence aux équipes et que les équipes sont transparentes. Donc, ça passe par avoir effectivement un outil qui permet de tracer et aussi ça passe par partager le maximum d'informations sur ses freins, sur son avancement et que ça soit pas que ça vienne pas du manager, que le manager invite en fait à créer cette dynamique de partage rapide et de formaliser justement ces avancées. Donc après, le risque, c'est de micromanager. Donc c'est de faire des tâches qui sont trop petites. L'idée, c'est de bien préparer la semaine. Là, on est sur des périodes où on est tous un peu bousculés. Donc les tâches, elles vont bouger d'une journée à une autre. C'est bien d'avoir une vision quand même de la semaine et de s'y tenir. Maintenant, l'idée, c'est pas de micromanager, c'est plutôt de plutôt avoir des objectifs. Des objectifs globaux sur la semaine et de laisser quand même les équipes réagir en fonction de l'actualité. Donc après, ça passe la confiance. Tout le monde l'a dit, hein, il n'y a pas de nouveauté. Ça passe par faire des points réguliers en dehors du travail. Voilà, je me rappelle je ne sais plus qui l'a remarqué tout à l'heure, de prendre des nouvelles et de voir si tout se passe bien. Et voilà, après la confiance, c'est un long débat. Moi, les astuces que j'ai sur le télétravail et le travail à distance, vous les avez toutes dites. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. On n'a pas beaucoup parlé des règles à domicile, parce que là, c'est l'actualité du moment. Voilà, donc on a vu Amélie qui a réagi à une activité interne. On a vu aussi Arnaud tout à l'heure qui a coupé la webcam, parce qu'on a vu qu'il avait fait autre chose. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut être désengagé à distance, ce n'est pas un problème. C'est bien aussi de le dire, d'avoir une pratique qui autorise les gens à se désengager. Voilà, j'ai un problème perso, là, je dois gérer. Je coupe ma webcam, je coupe le son et je reviens quand je suis vraiment engagé. Et voilà, on a tous vu la vidéo je sais plus, d'un politique qui cache ses enfants, etc. Voilà, on doit être authentique. On est à domicile, c'est pas un problème d'être authentique. Et on doit libérer la parole. Donc, fixer les règles à ces enfants, c'est compliqué aussi. Hein. Tous ceux qui ont essayé de travailler à domicile avec des enfants, ça prend du temps, quoi. Et il faut les éduquer. Donc, là, les premières semaines qui vont arriver, ça sera délicat. Oui, tu veux ajouter quelque chose, Safa? Oui, parce que c'est juste parce que tu es en train de mentionner ce que j'appelle, moi, ou ce qu'on appelle, nous, c'est les bonnes pratiques. Je crois que tu peux aller quand même plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hygiène de vie. Tu travailles à domicile et qu'on est en interaction comme ça ou à travers des outils. Et c'est des trucs très bêtes. Hein. C'est d'abord ne pas oublier qu'on est à domicile. Je pense qu'il faut juste inverser le paradigme. On ne doit pas oublier qu'on est à domicile. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forme de tolérance qui s'installe de manière globale. Mais on ne doit pas oublier qu'on est à domicile non plus. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous avez écouté là pendant qu'on parlait, mais on a eu pas mal de petits téléphones qui ont bipé. Je ne sais pas si vous regardez les uns les autres, mais on regarde à droite, à gauche, on ne focalise pas sur l'écran. Il y a des habitudes à prendre malgré tout, parce qu'il y a un moment de concentration quand on est dans une réunion comme celle-là. Il y a un certain nombre de règles à adopter dans l'hygiène à domicile. Je vous parlais tout à l'heure des infrastructures. Je sais que vous allez peut-être me trouver lourd, mais j'insiste. J'ai un disque dur externe, il est là, il est sous mon écran, et tous les soirs, j'ai un système de backup. Hein, pour ceux qui connaissent, j'utilise ThinkBack, des tas de trucs gratuits. Je ne vais pas m'adresser à des développeurs. Ici, vous connaissez les outils autant que moi.
et je resynchronise mon disque dur tous les soirs. C'est pas parce qu'il y a le cloud et que tout est sauvegardé en temps réel. Non, le cloud, il peut aussi planter et je peux me retrouver comme un con avec plus rien en accès. Donc voilà, il y a une forme, je pense qu'il y a une espèce de guide de survie, entre guillemets, de bonnes pratiques élémentaires, basiques. Aujourd'hui, un disque dur externe, ça ne coûte rien. Nous, on a équipé pratiquement tout le monde, ça ne coûte plus rien. Donc, d'un guide de vie à adopter en situation à domicile. Je pense que ça, c'est des règles toutes bêtes, mais on a vraiment intérêt à les rappeler. Il me semble. Hein. Il n'y a pas que des développeurs, hein, Mousse, donc c'est pas Non, un problème si tu donnes un peu de détails. Il y a plein de gens qui ont peut-être des bons outils à donner. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître les outils. Voilà, moi, j'utilise ceux-là parce que j'ai mes habitudes à moi, mais il y en a sûrement d'autres qui ont peut-être fait d'ailleurs des outils, des analyses de comparaison de bons outils de backup, etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En parlant d'outils, je me permets de faire la publicité pour un de nos adhérents qui d'ailleurs souhaite proposer de manière gratuite là, pendant quelques temps l'accès à ces outils qui sont en fait des outils pour faire des réunions, notamment de brainstorming, comme en participatif à distance. Il propose un outil qui est par exemple faire des personas à distance, du business model Canva, de travailler sur des storyboards, ce genre de choses. Je vous mets le lien dans la conversation et on fera bientôt dans un mailing, quelque chose comme ça, le code pour les adhérents Digital 113. Merci. Justement, ce genre d'outil peut être vu dans un cadre sur les formations à distance ou les pratiques collaboratives à distance, qui est un sujet à part entière. Un autre sujet qui n'a pas été abordé, où je dis, mais je réinsiste dessus, c'est l'occasion de documenter les choses. C'est l'occasion parce qu'en informel, à nos bureaux, on ne formalise pas nos processus, on considère qu'en se passant les informations, on va comprendre comment ça fonctionne. Là, c'est l'occasion de justement de passer du temps à écrire comment on fonctionne. Parce que là, on est en train de réfléchir aux pratiques, mais c'est important aussi. On va changer d'avis tous les jours, on va changer d'avis toutes les semaines. C'est important d'avoir un endroit où les stocker, les partager et où l'équipe se retrouve sur un commun accord. Voilà. Les pratiques Discord et compagnie dont tu parlais, Cédric, j'imagine qu'elles évoluent au fur et à mesure et que ça, voilà, quelqu'un qui va arriver dans l'entreprise peut être perdu s'il ne connaît pas justement le mode de fonctionnement. Voilà, c'est important de formaliser à distance. Si vous voulez réagir. Non, mais nous, c'est ce qu'on a décidé un petit peu de faire chez Digital 113 aussi. Là, c'est d'en profiter pour pouvoir formaliser pas mal de process qu'on n'avait pas forcément formalisé par écrit. Et je pense que c'est le bon moment pour le faire, pour vraiment pouvoir cadrer tous ces process-là, quoi. Là, c'est le contexte coronavirus. C'est vrai que c'est des choses qu'on veut faire et qu'on ne prend jamais le temps de faire. Et là, on voit, il y a eu quand même pas mal de mouvements dans l'équipe Digital 113 et tout se transmet dans l'oralité où je te montre et puis je t'ai déjà montré. Bah oui, mais je m'en souviens plus. Donc, effectivement, avoir des process, ça permet de graver les bonnes pratiques. Alors, elles ne doivent pas être gravées dans le marbre, hein, parce que si on se rend compte qu'il y a une meilleure façon de faire, il faut aussi pouvoir le réauditer. Mais en tout cas, déjà, comme tu dis, Guillaume, de documenter et formaliser nos processus. Et puis, du coup, de se dire, tous les 6 mois, on les reprend. Et est-ce qu'ils fonctionnent bien? Est-ce que ce qu'on a écrit, c'est comme ça qu'on fait au quotidien? Ou est-ce que finalement, on s'est rendu compte qu'à l'usage, on a trouvé un moyen plus efficace de faire? Du coup, on redocumente notre processus. Mais voilà, depuis, notamment avec la fusion, on a mis en place des outils de CRM divers, etc. On a essayé de se doter d'une façon commune d'utiliser Drive. On a commencé à documenter, mais il y a encore beaucoup de travail. Mais je pense qu'avec… Vas-y, David. C'est vraiment très important. Enfin, dans le contexte du travail à distance, la formalisation de ce qu'on fait et être explicite est crucial. En effet, on ne peut pas présumer le fait que le collègue d'à côté qui est sur le bureau d'à côté va pouvoir me rappeler comment on fonctionne. Et donc ça, être explicite, c'est une des clés si on veut que ce travail à distance fonctionne, quoi. Donc, au-delà de la situation actuelle qui nous oblige un peu à faire ça, on engage tout le monde à formaliser ces pratiques et
et sa manière de communiquer. C'est-à-dire, par exemple, on parlait des différents canaux de communication, être clair sur quel outil on utilise pour faire quoi et avec quelle attente en termes de réactivité, en termes de transparence, pour que justement, quand les personnes elles ont à communiquer, elles ont à travailler, c'est clair pour tout le monde ce qui est attendu et c'est pas, voilà, on ne suppose pas que ça a été transmis à l'oral. Voilà. Il y a quelques échanges en parallèle sur le chat sur le côté salle café. Comment est-ce qu'on prend le temps de garder du lien, etc. J'en profite pour dire que ce sera le sujet du café visio de vendredi. Donc, on n'a pas encore forcément d'intervenant en particulier. On sera surtout sur de l'échange de bonnes pratiques. Mais c'était un thème qui est sorti hier, de se dire comment on fait pour garder le lien, comment on fait pour garder l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, si vous avez des bonnes pratiques, entre guillemets, des trucs et astuces, se créer un planning, je ne sais pas, ritualiser à certains moments. Tout ça, on pourra en reparler vendredi. Alors, ça me permet de rebondir. Je vous envoie en lien à tous la liste des pratiques de socialisation, justement, à distance. Et donc, ça me permet de rebondir sur Pratix, parce que Pratix, c'est une solution qu'on est en train de construire avec David. On l'a commencé à la créer il y a quelques semaines. Et ça permet de regrouper en fait toutes les pratiques du travail à distance. Et donc, l'idée, c'est que les entreprises puissent s'inspirer, récupérer les pratiques qui les intéressent pour construire leurs pratiques à elles, internes, et les partager à d'autres. Voilà, je pense notamment à Cyril qui a des très bonnes pratiques. Il peut créer son organisation, créer les pratiques qu'il utilise, la montrer à des candidats et donc aussi montrer à tout le monde comment il procède. Voilà, donc voilà, si vous avez un peu de temps, on serait intéressé pour avoir un feedback en fait, de savoir si vous pensez que c'est utile pour vous. Et voilà, on pense que ça l'est, mais on aimerait avoir des échanges construits avec des personnes qui y trouveraient un intérêt. Ouais, d'ailleurs, sur ton lien, je vois que la première pratique, le donut bot, personnellement, dans l'entreprise que j'avais, on l'avait mis pour faire en vrai, où on incitait les gens à aller déjeuner ensemble de manière totalement aléatoire, ce qui permet voilà, de discuter et de découvrir des collègues avec qui on n'a pas forcément de lien d'habitude. Et je trouve que là, c'est d'autant plus intéressant de le faire à distance, en visio, voire même déjeuner. Je pense que là, il y a tout le monde autour dans la visio, on peut-être déjà commencé à faire des apéros avec leurs amis en visio, ce genre de choses. Exactement. Moi, j'ai fait ça hier soir. On était 10 pendant 1h30. On a fait l'apéro en visio. Et je pense que même entre collègues, par exemple, moi, si je prends mon cas personnel, avec ma copine, on s'est dit, on n'a pas l'habitude d'être H24 ensemble. Ça peut être pas mal que parfois, entre midi et 2, tu te fasses une visio déjeuner avec ta pote, moi avec mon pote, etc. On peut le faire aussi avec ses collègues. Je pense que c'est pas mal. Bon, je pense qu'on devrait voir sa femme que par visio. Hein. Bon, pardon. J'en profite aussi pour dire on arrive un petit peu sur la fin du créneau, mais nous, on peut rester là. J'en profite pour dire que Guillaume et David, qui ont eu la gentillesse d'intervenir sur le sujet aujourd'hui, mettent en place pour Digital 113, en lien avec la Direct, des formations de télétravail. Donc, on peut retrouver tout sur notre site internet. On vous fera passer le lien, toutes les personnes qui ont participé à la visio aujourd'hui. On vous fera un retour et on vous fera passer tous ces liens. Et très prochainement, on va avoir des formations qui sont mises en place par Guillaume et David, avec des dates qu'on a déjà fixées là pour fin mars. À distance. À distance, effectivement, qui seront mises en place à distance. Voilà. Donc, on vous fera passer de toute façon des informations sur ça. Et d'ailleurs, comme Vincent dit en lien avec la Direct, je vais plus loin, c'est pas en lien avec la Direct, c'est avec l'appui de la Direct. Et avec la Direct prend en charge 50% des dépenses. Tout à fait.